On les a vus en première ligne face à la pandémie du Covid-19. Ces médecins africains qui exercent dans les pays riches. En 2012, ils représentaient déjà 20% du personnel médical. D'ici 2050, l'Afrique aura perdu en tout 34 millions de travailleurs qualifiés qui rejoindront les pays du Nord. Cela s'appelle la fuite des cerveaux. Et l'Afrique doit payer 4 milliards de dollars chaque année pour combler ce vide. Pourquoi les pays africains perdent-ils leur cerveau alors que ce sont eux qui en ont le plus besoin? Et à défaut de les retenir ou de les reprendre, pourquoi ne les emploient-ils pas partiellement à partir des pays riches où ils se trouvent? De façon très générale, je n'ai pas vu un seul immigré africain qui n'est pas attaché à son pays d'origine et qui ne souhaite pas collaborer avec son pays d'origine. En revanche, j'ai vu beaucoup qui ont des obstacles à collaborer. Touché, je vous explique. À chaque crise sanitaire, on fait le même constat. Les systèmes de soins des pays riches reposent de façon considérable sur des professionnels de santé étrangers. C'est le cas, entre autres, des médecins originaires d'Afrique. Si on regarde le taux d'expatriation des médecins, donc la proportion des médecins qui exercent dans les pays de l'OCDE par rapport aux médecins qui sont dans les pays d'origine. En Angola, c'est 63%. C'est-à-dire que plus de 6 médecins angolais sur 10 exercent non pas en Angola, mais dans les pays du Nord. De plus en plus, on observe un départ, non plus de quelques-uns, mais une forme d'exode massif sans que les États n'aient les moyens de réfréner ou de stopper cette hémorragie-là. La situation est si grave et le déséquilibre si frappant qu'en 2008, les Nations Unies estimaient déjà qu'il y avait plus de médecins béninois en Île-de-France que dans tout le Bénin, alors que le Bénin a 15 fois plus besoin de médecins que la France. On pourrait dire que ce que vit le Bénin, c'est ce que vit la plupart des pays d'Afrique subsaharienne, que ce soit le Cameroun, que ce soit le Sénégal, que ce soit la Côte d'Ivoire. Tous les pays qu'on pourrait citer, y compris ceux du Maghreb, souffrent énormément de la fuite des cerveaux. Le pire, c'est que ce sont les pays africains qui financent l'éducation et la formation de leurs cerveaux sans leur créer les conditions nécessaires pour les retenir sur place. Par exemple, certains pays comme le Zimbabwe consacrent 30% des dépenses publiques à l'éducation. Cette proportion est 20% au Sénégal, 20% au Burundi. Et parallèlement à ce déficit, vous avez une immigration qualifiée qui va venir l'amplifier. Alors que normalement, on devrait l'augmenter pour combler les déficits. Mais pourquoi ces médecins africains partent-ils? Eh bien, c'est d'abord pour des raisons liées au pays de départ. C'est-à-dire pour des questions salariales, pour des questions professionnelles, pour des questions de plateaux techniques qu'il n'y a pas dans les universités et les hôpitaux en milieu africain. Et parfois aussi, malheureusement, c'est des questions de divergence d'opinion politique avec les dirigeants des pays africains. Il y a ensuite des raisons liées au pays d'accueil qui les recrute. Plus du quart des praticiens de l'OCDE ne sont pas nés dans le pays où ils exercent. Le monde les appelle des migrants dont les pays riches veulent bien. Héritage du passé colonial français, ce sont les Algériens et les Marocains qui figurent au premier rang des médecins étrangers exerçant dans l'Hexagone. Et il n'y a pas que l'Hexagone. Face à la pénurie mondiale, les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Allemagne ou encore la Nouvelle-Zélande se sont tous mis à la chasse au cerveau. Et le phénomène touche tout le monde. C'est-à-dire que vous avez aussi des médecins français qui vont partir vers le Canada ou des médecins canadiens qui vont partir vers les États-Unis. Mais à la différence des Africains, les pays développés compensent cette immigration qualifiée en attirant d'autres migrants en Afrique. Ce qui n'est pas le cas des Africains, par exemple. Et ces programmes d'immigration sélective sont nombreux. La Green Card américaine, la carte bleue européenne ou encore immigrés au Canada. L'ancien président sénégalais Abdoulaye Wade les appelait des pilleurs d'élite. Ce n'est pas honnête de vouloir prendre nos meilleurs fils. Pour Daouda Maïgari, l'Afrique ne peut et ne doit s'en prendre qu'à elle-même. Même les États auprès desquels on se plaint vont continuer à capter les cerveaux si les pays de départ ne mettent pas sur pied des mécanismes suffisants pour rendre attractif leur système et maintenir sur place les compétences qu'ils ont formées. Les raisons qui poussent les cerveaux à fuir seraient donc les mêmes raisons qui les empêchent de revenir. Un certain nombre de personnes, quand ils sont formés ici, d'abord on leur offre des postes. Et puis, quand ils essayent de rentrer au pays, parfois ils n'ont pas de proposition. Vous savez que par exemple dans un nombre de pays africains, le taux de chômage des personnes éduquées est très élevé. Donc parfois ils n'ont même pas de perspective. Et puis pourquoi un médecin accepterait de rentrer dans son pays, toucher 2 voire 3 fois moins que son salaire en Europe? On n'est plus dans les temps anciens où au nom de ce qu'on appelait le patriotisme, le nationalisme, les Africains restaient dans leur pays. Aujourd'hui, il faut que les États prennent conscience de cette bonne nouvelle, celle de la compétitivité entre les États. Et donc, puisque visiblement l'Afrique n'arrive pas à convaincre ses cerveaux de revenir, pourquoi ne s'arrange-t-elle pas pour qu'ils contribuent au développement du continent en étant là où ils sont? Car on le sait, les diasporas africaines pèsent lourd. Si vous prenez juste l'Afrique subsaharienne, le flux annuel de ces transferts, c'est plus ou moins 50 milliards. C'est l'équivalent de l'aide publique au développement pour l'Afrique subsaharienne. Rien qu'en 2017, la diaspora malienne a transféré au Mali plus d'1 milliard de dollars. C'est 2 fois plus que l'aide française accordée au Mali entre janvier 2013
et septembre 2017. Mais à côté de ça, il y a tellement d'autres impacts. Par exemple, on a trouvé que les migrants facilitent le commerce entre les pays d'origine et des destinations. Donc ça stimule le commerce. Ça facilite les flux d'investissement étrangers vers les pays d'origine. Parce que cette diaspora, elle crée des réseaux, elle facilite les contacts, elle donne de l'information. Sans oublier le tourisme et tous les capitaux qui vont avec. Prenons le cas du Maroc. Au Maroc, parmi les 12 millions de touristes qui visitent le pays chaque année, presque la moitié, c'est des Marocains résidant à l'étranger. Mais pour collaborer avec cette diaspora, il faudrait déjà que les pays africains la connaissent et la recensent. Par exemple, moi, si je vous demande combien d'ingénieurs du Cameroun sont au Canada, il y a très peu de personnes qui peuvent vous donner des chiffres. Combien d'ingénieurs du Sénégal sont en Norvège, en Suède, il y a très peu de personnes qui peuvent vous donner de l'information. Or, ça, c'est de l'information de base. Si on veut mobiliser une diaspora, on doit avoir une vision très claire sur cette diaspora. Pour le chercheur Daouda Maingari, cela permettra par exemple, en lançant de grands projets en Afrique, d'accorder plus d'opportunités aux expatriés africains au lieu de faire appel à la main-d'œuvre européenne ou américaine à compétences égales. Toutes ces questions mises ensemble pourraient permettre, si c'était bien affiné, de résoudre un tant soit peu le problème de l'étude des cerveaux. Mais cela n'enlève en rien la responsabilité que les États ont, à savoir de régler la question de plateau technique, de régler la question salariale. Parce qu'on ne peut pas comprendre qu'aujourd'hui, des cadres aussi bien formés soient sous-payés. Et vous, pensez-vous que les pays africains négligent leur cerveau? Et au fait, pourquoi les pays africains n'imprimeraient-ils pas plus d'argent pour mieux payer leur cerveau et les retenir sur place? Pour en savoir plus, cliquez là. Et pour vous abonner, cliquez là.